Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc je refais la vidéo du jour parce que la première prise était vraiment pas terrible. Désolé, une petite soirée hier, donc du coup lendemain un peu difficile. On est là sur le Bitcoin face au dollar. Aujourd'hui on va parler principalement de dette américaine, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'action de prix. Donc je vais vous renvoyer à la vidéo d'hier si vous voulez une analyse technique approfondie. Mais sincèrement à ce stade il n'y a pas grand chose de nouveau. On va quand même aller voir la liquidité pour voir comment sur ce samedi-dimanche a fonctionné un petit peu la liquidité. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer par la suite, mais pour le coup ça on le fera en fin de vidéo. Sur la daily, pas grand chose à dire, encore une fois la même analyse qu'hier, c'est-à-dire peut-être un support mid-range ici qui est en train de se créer, et pour l'instant ce qu'on joue c'est le range qui est ici. Je suis pas fan des ranges etc, je préfère voir des structures, encore une fois vous connaissez ma manière de voir les choses et de trader. Je trouve que de voir un range c'est extrêmement pauvre intellectuellement, mais en ce moment on joue plutôt les SFP, c'est-à-dire les prises de liquidité sous les structures de range pour éventuellement aller chercher le top, et ça fonctionne plutôt pas mal dernièrement, donc autant en rester là-dedans. On est sur un marché peu directionnel, c'est ce que d'autres qualifieraient de range justement, donc du coup autant le jouer comme ceci. Ethereum, même chose. Sauf qu'Ethereum est passé sous sa structure, lui en l'occurrence, donc on a peut-être un peu plus de up, ou en tout cas moins de down à prévoir peut-être sur Ethereum. On va aller voir également dans la liquidité comment tout ça s'est construit, et Ethereum BTC qui est également à la latéralisation / augmentation. Donc voilà, même analyse sur Ethereum qui est de dire que, et également sur le Total 3, on est toujours dans la même structure, pour moi pas de cassure. Ici si jamais il y avait une vraie cassure de ce petit biseau dans lequel on est en daily depuis quelques temps, cette espèce de descente sur le market cap Total 3, c'est-à-dire toutes les cryptos à l'exclusion de Bitcoin et Ethereum, on verra une accélération. S'il y avait une vraie cassure, vous verrez ici une accélération. Si en l'occurrence, par contre, on redescend là-dessous, excusez-moi, là je suis pas en logarithmique, donc j'ai pas les droites habituelles, mais vous comprendrez ici que du coup, on est en train de latéraliser suite à une cassure de trend, donc voilà, on peut aller en bas, on peut réintégrer, tout est possible ici sur, encore une fois, le Total 3 pour le moment. Voilà pour l'analyse technique, vous voyez ça a été assez rapide, on va assez rapidement glisser sur les news. Attention, YouTube semble en ce moment censurer des chaînes crypto, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Odyssée où le contenu est exactement le même. En tout cas si la chaîne venait à disparaître, c'est là-bas que vous pourrez nous retrouver. Derrière, pas grand chose sur les news, on va même passer, je vais même pas vous faire ici ce qui s'est passé sur les news. On a vraiment tout traité. La semaine prochaine, minute de la Fed, je crois que c'est mercredi, oui c'est ça, ce sera mercredi, donc on aura le rapport écrit de tout ce qui s'est dit pendant le dernier meeting de la Fed, donc on regardera ça de près également. La thématique du jour, j'aime bien le dimanche faire un petit peu des thématiques, elle est inspirée d'une vidéo de Coin Bureau, chaîne ricaine je crois, qui est relativement complète quand elle fait des sujets etc. Et en l'occurrence là ici c'est les prédictions de Russell Napier. Qui est Russell Napier? Eh bien c'est un macro-économiste, on va dire, macro-stratégiste, et quelqu'un qui a plutôt eu bon par rapport ces derniers temps, qui a vraiment eu une vision relativement intéressante sur les marchés. La vision de Russell Napier, quelle est-elle? Et comme je vous l'ai dit, il a vraiment eu bon surtout dernièrement. Eh bien, elle est de dire, on va prendre quoi? On va prendre le S&P. Donc on va se baser sur la plus grosse économie du monde, les 500 plus grosses capitalisations de cette économie-là, pour essayer d'étayer tout simplement ce qu'on veut dire dans cette idée-là. Eh bien, elle est de dire qu'à un moment donné, il y a eu une crise en Asie en 1997-98, crise qui, vous le voyez, a fait un petit moins 20% aux États-Unis. On va se remettre ici en normal, histoire d'avoir une appréciation un petit peu de comment tout ça s'est réglé. Donc, échelle normale, vous le voyez ici, crise au Japon, Asie du Sud-Est principalement. Cette crise-là, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet? On a créé des nouvelles choses au niveau des banques centrales, notamment cette possibilité pour les banques centrales de directement investir sur leur propre marché. C'était nouveau, cette idée du quantitative easing, quantitative tightening, c'est tout à fait quelque chose de nouveau. Et puis ensuite, on a eu deux crises majeures, bien évidemment, aux États-Unis. La dot-com bubble, donc la crise de la tech, de tout ce qui était Internet, etc. Et puis derrière, bien évidemment, la crise des subprimes, où vous le voyez, on fait des corrections d'à peu près 50% à chaque fois, avec cette très jolie flat ici en correction pendant un certain nombre d'années, et puis ensuite on a cette fameuse poussée. Ici vous avez la crise du Covid. L'idée ici de Russell Napier, c'est de dire attention,
N'oubliez pas les taux à 10 ans. Alors d'abord, Russell Napier ici avait dit, il avait prédit plusieurs années en avance, même avant le Covid, qu'il y allait y avoir tout simplement une explosion, un énorme rallye, et que ce rallye allait continuer pendant un certain temps. Et vous voyez qu'on a un rallye qui est contre-tendance ici, malgré une augmentation des taux d'intérêt, eh bien le marché continue de pousser. Et ça c'est intéressant. Russell Napier, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit, il y a cette fameuse crise financière en 97, on crée des nouveaux moyens ici de créer, entre guillemets, de la dette, et on rentre dans une spirale de la dette. On va le voir notamment au Japon, le ratio de dette pour GDP au Japon, je pense qu'il est autour de 250%, c'est-à-dire que les Japonais devraient travailler pendant 2 ans et demi sans rien gagner pour que la dette de leur pays soit effacée. Aux États-Unis, on est plutôt sur quelque chose qui, je pense, en ce moment est autour de 120%, voilà, vous le voyez ici. Ici, vous voyez la dette américaine, 33 trillions de dollars bientôt, 32,6, avec un service de la dette des intérêts qui se trouve autour du trillion à l'année. Ça veut dire que les États-Unis, on va dire en recettes fiscales, ils vont faire 3 trillions par an. Et il y a déjà, oui c'est ça, en totalité 4 trillions, pardon, et il y a déjà un bon cinquième de toutes ces taxes-là qui vont tout simplement juste au fait de payer les intérêts de cette fameuse dette. Donc on a un petit souci. Comment on peut régler ce problème et quelle va être la propension des États à le faire? Et là, on va aller switcher sur les taux à 10 ans. Vous voyez ici, et là c'est pareil, on est dans les années 80 ici, avec les années Volcker, qui avait à un moment donné complètement éclaté les taux d'intérêt en allant à des taux d'intérêt ici de 20%. Ici c'était pas tellement grave, à un moment donné où la dette n'était pas tellement importante. Et puis ensuite, vous le voyez, cette période de 30 ans où on est dans un canal de descente tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une dette US qui est de moins en moins attractive puisqu'elle rémunère de moins en moins ceux qui la contractent, mais il faut trouver des moyens qu'elle le soit. Et en l'occurrence, il y avait un très gros moyen ici, c'était tout simplement la Chine était très acheteuse de dette US. Tout ça s'est arrêté en 2012. Par ici. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que bien évidemment au moment de cette fameuse crise financière asiatique, le FMI est intervenu, il est venu au secours de la Thaïlande, je ne sais quoi, enfin tous ces pays qui étaient un petit peu dans la panade, et il leur a proposé tout simplement des dollars contre des restrictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le FMI intervient et il dit ok, on va faire un plan pour votre pays, c'est nous qui allons le redresser, etc. On va vous donner de l'argent, mais par contre vous devez faire ça. Au début, c'était cool pour les Asiatiques, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit, nous, ça nous plaît pas tellement cette histoire, on commence à en avoir un petit peu marre de toutes ces restrictions, etc. Et donc, on a ici, bien évidemment, à partir de 2012, une sorte de, notamment au travers de les tensions avec la Chine, une sorte de désintéressement des Chinois pour la dette US. Et on voit ici, dernièrement, qu'on pète le canal qui est vieux de 30 ans sur les taux à 10 ans aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une dette qui est énorme. Et ça veut dire qu'en même temps, donc ici, les États-Unis ont vécu comme des rois pendant un certain temps. Leur dette était quand même attractive malgré un rendement faible parce qu'on l'a considérée comme sûre. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'il s'est passé? Finalement, elle doit devenir. Et là, on parle des taux à 10 ans. Les taux à 10 ans ne sont pas posés par la Fed, ils sont posés par le marché d'une certaine manière. Et bien évidemment, ici, la Fed va plutôt poser les taux à court terme pour renclencher ou déclencher l'économie. En ce moment, on a une très grosse inversion de la courbe des taux. Je suis bien en normal là, voilà. Qui peut-être pourrait nous dire qu'il va y avoir une récession, mais c'est pas l'idée de cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de dire on a effectivement pété ce canal. On a un problème parce qu'on a une très grosse dette qui finalement n'est plus très attractive, donc doit proposer des rendements qui sont énormes. C'est-à-dire que ça vous fait rentrer dans une spirale de la dette. Si jamais on repart. Et vous le voyez ici, on a, je sais pas si vous la voyez, mais on a l'antériorité, donc ça c'était les années 20, et ici vous avez depuis de 1945 finalement à 1980, est-ce qu'on ne serait pas en train de repartir sur un cycle de 40 ans où finalement on est sur une dette qui est très chère? Quel est le moyen pour les États-Unis de s'en sortir de ça, de se sortir de cette histoire-là? Eh ben, c'est de faire de la répression financière, et c'est ça que nous dit Russell Napier. Il nous dit, à un moment donné, vous allez devoir détourner les yeux des investisseurs, des pays qui ne sont pas endettés, et vous allez devoir tout simplement soit avoir un contexte géopolitique favorable, c'est-à-dire une bonne petite guerre civile ou ce genre de choses, puisque l'inflation fait augmenter. D'abord, vous allez devoir avoir de l'inflation, ça c'est la première chose. Vous devez débaser la monnaie pour que votre dette finalement soit débasée avec, ça c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est de dire que l'inflation crée des inégalités, potentiellement, et ça c'est plutôt la vision de Ray Dalio, ce genre de choses, etc., une bonne guerre civile aux États-Unis ou une bonne guerre tout court, et un contexte ici d'état d'urgence qui va vous permettre de détourner les yeux des autres pays. Et ça m'amène, excusez-moi, je mets en caméra
full, mais c'est parce que quand je vais fouiller dans mon ordinateur, j'aime bien ici être sûr que rien... Enfin, c'est quand même mon ordinateur perso aussi, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel. Donc je repasse en partage d'écran. Ici, ça vous amène à détourner les yeux, et là on est sur le ratio dette contre PIB, c'est-à-dire quels sont les pays les plus surendettés par rapport à leur économie du moment. Il faut bien faire la distinction ici entre de la bonne dette et de la mauvaise dette. Qu'est-ce que de la bonne dette? C'est par exemple, je ne sais pas moi, quand De Gaulle dit on va faire un programme nucléaire, c'est quelque chose sur lequel on va s'endetter, mais qui va profiter 50 ans après. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait appeler de la bonne dette aux États-Unis? Par exemple, le programme Chips for America, où on intègre la construction de semi-conducteurs sur le territoire américain, et donc on peut qualifier ça de bonne dette stratégique pour le futur. Qu'est-ce que de la mauvaise dette? Typiquement, utiliser des mesures qui créent de la monnaie pour se battre contre l'inflation. Donc typiquement, là en l'occurrence, le Inflation Reduction Act de augmentation tout simplement de la dette de la part de Biden, pour dire on va imprimer, comme ça on va se battre contre l'inflation, ce qui est relativement complètement stupide, on peut le dire quand même. Voilà, on sait tous qu'il y a une théorie quantitative de la monnaie. Masse monétaire en circulation plus importante veut dire augmentation des prix. Cela dit, les États-Unis sont dans une situation un petit peu cocasse parce que ils vont devoir ici faire ce qu'on appelle de la répression financière. Pourquoi faire de la répression financière? Détournez vos yeux de tout ce qui pourrait se passer en Chine et en Russie, qui sont des pays très peu endettés, tout simplement parce qu'ils ont des économies qui fonctionnent comme ça, et des très belles matières premières, etc. Et on a eu, encore une fois, et je le répète, un détournement de la Chine de la dette US à partir de 2012, et plutôt, finalement, on va utiliser les dollars de notre excédent commercial, c'est-à-dire que la Chine exporte beaucoup, elle récupère des dollars avec ça, on va les utiliser plutôt pour construire les routes de la soie, c'est-à-dire investir dans de la bonne dette, qui est celle tout simplement de plus ou moins l'achat de ports, l'achat de porte-containers, l'achat de routes, le fait de construire des routes au Kazakhstan, d'essayer ici, entre guillemets, de renforcer un marché intérieur terrestre également, renforcer un marché intérieur tout court, mais également, bien évidemment, un marché extérieur. Donc répression financière qui va vous dire que vous n'avez, entre guillemets, soit pas le droit d'investir dans ces pays-là, soit qu'ils sont méchants. Et c'est plus ou moins quand même ce qu'on voit en ce moment se dessiner avec un nouvel ordre mondial où on a d'un côté les BRICS et de l'autre côté les États-Unis. Avec l'Afrique au milieu, qui à mon avis va malheureusement faire les frais de cette histoire, pour une bonne partie en tout cas, mais qui est peut-être en train de se libérer du joug occidental, oui on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas très mauvaise gestion de tout ça de la part de la vieille Europe qui pense qu'elle a l'Afrique sous ses pieds, mais qu'elle n'est pas censée la rétribuer correctement. Par exemple, quand on fait des mines d'uranium au Niger, ce genre de choses, etc. Et finalement, derrière, on a des investisseurs chinois, des investisseurs russes qui arrivent et qui dament le pion à ces bonnes vieilles économies qui, avant, finalement, se portaient plutôt sur cette idée-là qu'on pouvait piller, entre guillemets, ces économies-là sans trop avoir de problème à partir du moment où on en possédait le secteur politique. Voilà. Derrière, on va vous détourner les yeux, bien évidemment, de ces pays verts. On va vous dire, n'investissez surtout pas ici. Et le problème, c'est que derrière, bien évidemment, leurs actions ne vont pas performer très bien. Maintenant, c'est un excellent edge aujourd'hui que de se dire, pourquoi pas avoir un petit peu d'actions des pays des BRICS, tout simplement, ou des pays émergents, ou notamment, je pense que Brésil est dans des bonnes dispositions, voilà, ce genre de choses, ou en tout cas, pour du long terme, on va dire, plutôt se dire qu'à un moment donné, ce truc-là va reperformer comme il se doit. Également ici en ce moment, et vous le comprenez, cette espèce de spirale de la dette, on peut l'appeler comme ça, va nécessiter, encore une fois, un contexte répressif. La vision de Napier, ici, c'est pas de dire les États-Unis vont faire défaut sur leur dette, c'est de dire tout simplement, dans un premier temps, ils vont restaurer leur attractivité, et on le voit d'ailleurs avec un marché action qui est d'une certaine manière plutôt dans le bon sens en ce moment, et malgré une hausse des taux, et deuxièmement, bien évidemment, d'obliger les personnes dans leur propre pays, donc par exemple les fonds comme Fidelity, BlackRock, etc., ce genre de choses, à investir sur de la dette américaine, ce qui est relativement logique, c'est-à-dire une répression financière dans le sens de America's First, entre guillemets, ça c'est une première chose, et deuxième chose éventuelle, et on l'a vu notamment sur les stablecoins créent une demande finalement, puisque maintenant ils doivent être backés par des bons du trésor américain, enfin entre guillemets c'est logique c'est une logique qui est rentrée dans la tête des gens, les stablecoins algorithmiques avec la chute de Terra Luna ont été totalement proscrits, alors que finalement c'était
peut-être pas une si mauvaise solution que ça, même si je pense que personnellement Luna a été attaqué dans ce sens. Je ne pense pas que c'était un mauvais projet en soi, mais bon, personnellement, j'étais pas dedans ou très peu dedans, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis ok avec ce type de projet. Mais en tout cas, on proscrit les stablecoins algorithmiques. On sait qu'il y a eu une attaque sur Luna. On sait que ça a été mis en place peut-être potentiellement par des grosses firmes américaines. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Deuxième chose également, on voit donc du coup que les stablecoins créent une nouvelle demande pour de la dette américaine. Et ça, c'est intéressant. Mettre la main ici sur le marché des cryptos et mettre la main entre guillemets sur USDC, USDT, toutes ces choses-là. Et forcément, dans un contexte de répression financière qui doit détourner vos yeux vers la dette US, parce que sinon, nécessairement, si personne n'en veut, on a un problème sur son service. Vous comprenez ici que les taux à 10 ans doivent être plus attractifs de manière à refaire rentrer plus de gens, et on a un problème sur le service de la dette, puisque la dette étant à ce stade tellement énorme, et bien que... je reviens ici sur la capture d'écran, excusez-moi, du précédemment. La dette, le service de la dette étant tellement énorme que, on a effectivement ce petit souci qui est de dire tout simplement qu'il y a un moment donné où ça ne peut plus durer. Toujours est-il que si on revient sur ces pays-là, encore une fois, vous le voyez ici, le Japon. Et en fait, Russell se base... c'est ça, Napier. Napier se base sur la crise financière asiatique, regarde ce qu'il se passe au Japon, et derrière on déduit que finalement tous les pays occidentaux vont faire à peu près la même chose. Ici on a un Japon qui a une dette de 222%, un peu des économies zombies au Japon, enfin en tout cas des entreprises un peu zombies qui certes performent, mais le Nikkei a fait un plus haut dernièrement, en début d'année, je crois, ici. Et finalement, donc du coup, une décorrélation un petit peu entre la confiance, la dette, la confiance dans la dette, le marché action qui pourrait resurperformer une nouvelle fois, un petit peu comme l'a fait le Nikkei, encore une fois au Japon. Et je crois que c'est Warren Buffett qui avait rentré pas mal de thunes au Japon et qui a lancé un petit peu de la part du côté tout simplement américain, et bien cette vague d'investissement au Japon qui a fait que le Nikkei a très bien performé. Et encore une fois, derrière, je pense que les pays verts ici sont un très bon hedge à long terme. Mais bien évidemment, dans les restrictions qui vont être mises petit à petit, on ne les voit pas pour le moment surperformer quoi que ce soit, tout simplement parce que on est en train de refermer l'entonnoir d'entrée vers ces pays-là. En ce moment, on voit des accusations sur BlackRock notamment, par exemple, d'avoir fait des ETF qui étaient fortement tournés vers la Chine. On voit énormément aussi le marché de l'immobilier chinois qui est quand même à la peine. Et voilà, on voit une Chine qui, certes, est en très belle expansion, mais qui est en restriction financière, répression financière, encore une fois, américaine. Guerre en Ukraine également, répression financière sur la Russie, parce que, bien évidemment, ici, il y a des volontés tout simplement de s'opposer, et répression financière, bien évidemment, sur les dollars, que l'économie russe avait engrangé depuis un certain temps. Donc on a encore une fois cette logique où du coup l'économie russe ne s'intéresse plus à la dette US, maintenant c'est consommé cette histoire, parce que je crois qu'ils ont même été gelés finalement, les avoirs en dollars et les avoirs en euros que pouvait avoir la Russie. La Russie a du pétrole, donc du coup les avoirs en soi de la Russie, enfin son coffre-fort c'est plutôt encore une fois ses réserves de pétrole. On peut voir aussi dans les BRICS quand même un endroit où les matières premières sont présentes, s'opposer à un monde des services, c'est quand même plus ou moins ce qu'il se fait ici, et plus ou moins aussi à un monde militaire. Donc dans, on va dire, la confrontation qu'il peut y avoir en Ukraine, vous pouvez voir également cette chose-là, un petit peu deux mondes militaires qui s'opposent, tout simplement une armée qui est ici quand même relativement aidée par l'OTAN, s'opposer à une armée qui est bien entendu relativement aidée par la Chine d'une certaine manière. En tout cas, deux blocs, vous avez d'un côté les BRICS et vous avez de l'autre côté, encore une fois, le bloc des services et une Afrique au milieu qui est potentiellement riche en matières premières. Auparavant, quand vous aviez un pays qui s'opposait un petit peu à tout ça, on avait le gendarme américain qui venait et qui renversait tout simplement. Regardez dans les news, quand vous voyez écrit coup d'État, en général, c'est que c'est pas très bon pour votre pays. On le voit en ce moment au Niger, par exemple, en France, on parle beaucoup de coup d'État. Et quand vous voyez écrit révolution, ça veut dire que du coup, vous aurez bien évidemment votre pays va dans le sens, ça va dans le changement de régime dans ce pays-là va dans l'intérêt. Donc ici, les mots sont
très important, et on joue sur les mots bien évidemment, mais les mots ils enclenchent une réaction de votre part. Coup d'état c'est pas bien, et révolution c'est bien. Waouh, on a parlé de beaucoup de trucs en même temps, je suis un peu parti dans tous les sens. Globalement, les conclusions de Russell Napier, encore une fois, c'est de dire il va y avoir une répression financière pour vous recentrer sur l'achat de dette américaine, et c'est plus ou moins ce qu'on voit en ce moment. Qu'est-ce que ça voudra dire? Et pour Russell, eh ben, ça voudra dire une période finalement où on fait un petit quelque chose comme ça. Sous-entendu, on reste dans une inflation forte peut-être, une période de stagflation mais assez longue, une inflation qui va continuer parce que les supply chains, les tensions tout simplement entre les deux blocs ici ne sont pas en train de s'amenuiser, hein, donc petit à petit, nécessairement des gens également qui vont peut-être se détourner de la dette US, et malheureusement gros problème de service de cette dette, et donc finalement on va se retrouver dans une situation, si on fait le copier-coller du Japon précédent, et ben très exactement dans ce que nous a donné le Japon dans le passé. Le Japon était une économie qui était relativement rayonnante dans les années 80, et malheureusement en ce moment on est c'est pas du tout la même chose. Les Japonais vivent très bien, ils vivent comme des rois, hein, sincèrement. Mais par contre, on n'a pas de nouvelles... Enfin, ils vivent comme des rois. Ils travaillent beaucoup, il y a une économie japonaise, certes, mais vous comprendrez ici qu'on n'a pas nécessairement de nouvelles choses qui sortent en ce moment du Japon, ou en tout cas on a des très gros conglomérats qui fonctionnent très bien, notamment dans tout ce qui est bien évidemment automobile, etc. Peut-être nécessairement également tout ce qui va être... oui, voilà, bon, les Yamaha et compagnie, et les Toyota, etc. Mais voilà, il faut bien comprendre ici toute cette idée qu'on est peut-être à la fin d'un cycle, notamment sur la dette US, et que ceci va devoir proposer des tensions géopolitiques dans le monde. Désolé, c'était assez long, mais en tout cas, je pense relativement développé par rapport à ce que pourrait nous donner le reste de l'économie. Les news, on va passer, encore une fois, pour moi, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. On reviendra peut-être un tout petit peu sur cette idée-là pour faire une conclusion également. On va faire la liquidité, on va revenir sur la structure pour faire la conclusion de cette vidéo aussi. Liquidation, 25 millions de liquidés hier, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, de toute façon, le prix a été un petit peu à la peine. On a à peine 1 million sur Bitcoin, vous le voyez que c'est... même Ethereum n'est pas dans le top 10, si je me trompe pas, donc ça c'est intéressant. Et on a plutôt des altcoins qui en ce moment liquident que du BTC Ethereum, très peu de volatilité en ce moment, le week-end. Peut-être que ça va repartir ce soir, on va voir. En tout cas, en général, c'est un petit peu le cas. Et puis, on liquide du short et du long, là, vous le voyez. En ce qui concerne les niveaux, je vous ai déjà fait... ah pardon, excusez-moi, le carnet d'ordre, on est plutôt vide en bas, en tout cas jusqu'à 29,2, et on est plutôt vide en haut également, avec une barre à passer à 29,5 éventuellement, il n'y a pas grand chose. Le premier gros ordre est au 30 000 avec 185 bitcoins à la vente. En ce qui concerne les niveaux, je vous l'ai déjà fait, mais on n'a pas grand chose. Hop. On va y arriver. Voilà. Alors, les niveaux, en fait, on a toujours les mêmes niveaux qu'hier pour moi, c'est-à-dire pas grand-chose, encore une fois. Latéralisation ici, mais je vois un petit peu de baisse de contrat dans cette latéralisation, donc ça c'est du long qui est fermé. Entre guillemets, sur cette latéralisation, on n'a pas une augmentation significative du funding, on en a un petit peu ici, donc on avait été longué un petit peu là, mais pour moi le point est nettoyé. Et ici, est-ce qu'on a énormément de choses? Je sais pas si j'avais déjà fait la vidéo ici. On voit une très grosse fermeture de contrat là ici, hein, donc beaucoup de stops qui étaient garés et de liquidation qui étaient garés sous le support des 29,3 au moment où on fait ce SFP entre guillemets. Vous voyez que beaucoup de contrats sont fermés, donc ça c'est plutôt bien. Et est-ce qu'on est shorté sur ce point ici? Bon, augmentation du prix, augmentation du nombre de contrats, descente du funding, oui, on peut considérer qu'il y a peut-être un petit point de short à venir chercher ici sur les 29 560. Hop là, on va regarder désormais ce qui s'est passé sur Ether. Ether, je vous avais mis ce point là, mais désormais il a été pris. Est-ce qu'on est shorté ici? Peut-être très légèrement sur cette montée là, oui, on peut peut-être décaler ce point ici. Ether qui a une action de prix qui est plutôt positive, hein.
Gros point à prendre pour moi au 1845 si on descend, et encore une fois 2 points ici, 1800, 1852, et on a un point important à 1864. On va aller voir également ce qui se passe sur les poches de liquidité sur les 5 derniers jours, et là ça va être assez intéressant au sens où pendant le week-end, étant donné qu'on a eu 2 jours plutôt à plat, on se retrouve finalement avec un cumulatif delta en faveur des shorters. Plus de shorters que de longueurs, ça veut dire peut-être une action de prix plutôt vers le haut. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une grosse poche de liquidité ici en dessous, mais on est peut-être sur un week-end sur lequel on a été potentiellement pas trop mal shorté. On va aller voir également sur Ether. Et on va aller voir bien sûr la 12 heures, etc. On va faire le point vraiment sur ce week-end. Vous voyez ici assez peu de longues finalement sur le retracement haussier de Ether, de 1830 à 1850. Un gros short ici mais qui a probablement été pris. Peut-être une poche de liquidité désormais à venir chercher, mais on a déjà parlé je pense de ces niveaux de prix. 1867. Et toujours aussi également un delta qui est en faveur désormais des shorters. On va voir si ça continue dans ce sens, mais quand on regarde la 12 heures, alors le sentiment sur Bitcoin, il donne plutôt l'impression qu'on est shorté. Donc ça c'est pas mal, on va dire ça irait plutôt dans le sens d'un retracement aussi également, sans grande conviction nécessairement, parce que la One Week du coup elle est assez flatteuse pour aller chercher directement les 28. Maintenant on est en train de construire quelque chose, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, 10 août ici, ça fait 3 jours qu'on construit une jolie poche de liquidité qui pourrait nous emmener éventuellement au-dessus des 34 100. Donc est-ce que c'est pas dans le plan? Est-ce que finalement cette descente n'a pas fait clôturer une partie de cette poche de liquidité là? Peut-être, je me mets peut-être un petit peu en avant en disant cela, mais en tout cas pour moi, le scénario d'un petit retracement haussier n'est pas à omettre, même si c'est pas une certitude. Sur Ether, on donne le sentiment d'être plus longue que shorté sur les 12 dernières heures, donc c'est un petit peu à l'inverse de Bitcoin. Et sur la 7 jours, on voit aussi que la poche en dessous est plus importante que celle du dessus. Par contre, la poche du dessus est en train de se construire et elle commence à devenir relativement conséquente, relativement proche du prix également pour un retracement autour des 1930-1940 et avec une première poche à 1885. Voilà, on a fini la liquidité, on va terminer sur la structure et les toutes petites time frames. Donc on va revenir ici sur notre ami BTC, on va se mettre sur le perp, Bybit, très bien, hop, et on va se mettre en 5 minutes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est déjà deux niveaux, c'est relativement flag ici qu'on a une latéralisation entre ces deux niveaux-là, on a une prise de liquidité au-dessus, prise de liquidité au-dessous. Un range, généralement, c'est plutôt une figure de continuation, donc pour moi, c'est quelque chose qui a plus de chances de continuer en bas que de casser en haut. Maintenant, assez souvent, les ranges peuvent aussi péter en haut. On avait parlé ici d'un potentiel diamant de creux. Bon, là, on est tellement en train de latéraliser que il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, qui pourrait peut-être faire écho à une structure qu'on avait eue précédemment. On va se mettre en 1 heure ici pour la montrer. Ouais, typiquement, vous le voyez ici par exemple, on rentre de ce range par le haut. On va dire ce range-là, le précédent, voilà. On rentre de ce range par le haut, on fait une prise de liquidité en bas, prise de liquidité en haut. Pour le coup, c'était dans l'autre sens et on en sort par le haut. Même si on est peut-être juste sur une prise de liquidité là et qu'on va en sortir par le bas. Encore une fois, il faut être prudent. Peut-être qu'on est là-dedans, ok. Mais voilà, on aurait peut-être ici les opportunités pour un petit long jusqu'au 30 400, toujours avec un risk management extrêmement maîtrisé parce que c'est un niveau pas du tout professionnel d'entrée. Ici, vous comprenez que les niveaux où on commence à être pro, c'est sous la structure pour longer, et les niveaux où on commence à être pro pour shorter, c'est au-dessus de la structure. Ici, quand je parle d'entrée pas pro, ça veut pas dire qu'il faut nécessairement pas les prendre, c'est à vous de prendre le choix. Même je fais pas des calls moi, donc vous prenez les entrées que vous voulez, je vous donne juste mon avis. Ici, là où c'est peut-être intéressant également de regarder ça, et j'ai oublié d'en parler, mais voilà, c'est relativement intéressant, c'est qu'on est sur la 4 heures. Ici, cette 4 heures, elle a jamais été perdue. Si on se met en 4 heures, si on se met en 4 heures, vous voyez que ceci reste une mèche, on n'a pas d'ouverture-clôture, c'est-à-dire une bougie complète en dessous de cette 4 heures, donc pour le moment elle n'est pas perdue. Si jamais le prix doit rebondir ici et tenir cette 4 heures, c'est à peu près maintenant, ok. Il y a beaucoup de distributions à coucher également, mais on en a déjà couché pas mal pour maintenir cette probable idée qu'on pourrait retourner aux 30 000 $. Quelles sont les distributions à coucher? On en a déjà couché certaines. Vous la voyez, il y avait celle-ci, elle a été couchée. Il y avait celle-là également, elle a été couchée. Et là, à ce stade, on est peut-être en train de coucher celle-ci.
Pas d'accélération, vous le comprendrez, à la cassure. Ici, on a deux niveaux qui se battent. Hein. Il faut voir les choses. Vous avez des trends, mais une trend ne peut pas repousser le prix et ne peut pas casser un niveau. Il n'y a qu'un niveau qui peut casser un niveau et inversement. Donc attention, ne rentrez pas sur les trends. Par exemple, ici sur la 4 heures, le fait de rentrer n'est pas une bonne idée. Il faut chercher un niveau pour rentrer. Ok. Donc ça c'est la première chose. Est-ce que aussi on peut en sortir par le bas? Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pour ça qu'on a des shorts qui tournent encore pour éventuellement aller chercher plus bas. Est-ce que on a des signaux réels qu'on va en sortir par le haut? Peut-être oui, le fait de coucher toutes ces trends, etc., qui quand même nous donne peut-être une idée que effectivement ce niveau-là peut éventuellement tenir et venir attaquer toutes les trends. Pour l'instant, le niveau a tenu et vous le voyez, il est venu attaquer toutes les trends une par une, d'accord? Par contre, on n'a pas d'accélération. Après c'est dimanche, donc on ne s'attend pas non plus à ce que ça bouge beaucoup. On verra ce soir, il est tout à fait possible d'en sortir par le bas, encore une fois, il est tout à fait possible d'en sortir par le haut, l'idée étant ici bien évidemment d'avoir une entrée maîtrisée, c'est-à-dire de ne pas vous sentir surexposé sur cette position, puisque, entre guillemets, cette entrée n'est pas professionnelle, encore une fois. Personnellement, je peux vous donner des niveaux, mais ça correspondra à ma psychologie, c'est-à-dire à quel moment je me sens surexposé et à quel point ma stratégie doit correspondre à ma psychologie. Vous devez avoir une stratégie qui correspond à la vôtre, d'accord? Mais tout en, bien évidemment, vous protégeant, encore une fois, en toutes circonstances. Ok, voilà, pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a établi des choses, et pas mal de choses autour de la macroéconomie. Vous l'aurez compris aujourd'hui. L'idée, c'est que on se dirige potentiellement vers une économie américaine qui, encore une fois, est peut-être de l'ordre de celle du Japon, c'est-à-dire des très très belles grosses entreprises, mais pas grand-chose de nouveau, et une économie surendettée. Le défaut de paiement est quasi impossible du côté des États-Unis, parce que ça mettrait bien évidemment tout le monde à problème, et l'inflation est quasi obligatoire pour pouvoir, ne serait-ce que tout simplement, aller chercher le service de la dette qui devient colossal. Donc l'idée ici, c'est peut-être plusieurs années de stagflation, une inflation un peu plus cachée. Je ne sais pas si vous avez fait des pleins de courses dernièrement, mais bon, vous voyez que on n'est pas du tout dans les chiffres. Moi, personnellement, la dernière fois, je m'en suis infusé pour 300 balles et j'avais un fond de caddie, quoi. J'avais pas, j'avais même pas un demi-caddie. D'accord, on prend des bons produits, etc., mais c'est pas la question. On est complètement sur quelque chose de complètement délirant. Et donc, du coup, peut-être que l'idée ici, encore une fois, c'est d'asservir, entre guillemets, une partie de la population pour tout simplement qu'elle paye le fameux service de cette dette, etc. Et puis de pouvoir en contracter plus. Là où Russell Napier a vu tout à fait juste également, c'est bien évidemment cette idée qu'on va rentrer dans une répression financière. Ça, c'est tout à fait ça. Hein, c'est vraiment plusieurs années avant. Il a vu tout simplement ce qui se passerait au niveau du bloc des BRICS, etc. Et ça a été prévu vraiment il y a plusieurs années. Et puis derrière également, là où il a vraiment vu juste, c'est que là dernièrement, malgré effectivement une hausse des taux, eh bien le marché continue son rallye. Et ça, c'est relativement intéressant aussi. Du coup, c'est des gens en général, les macroéconomistes, etc., qui sont plutôt sur le marché des bonds. Donc du coup, bien évidemment, on n'en a pas tiré nécessairement d'énormes questions par rapport à Bitcoin. Comprenez bien également que Bitcoin a quand même une fonctionnalité anti-inflation à un moment donné. Son numerus clausus est à 21 millions. Ça, c'est hard-codé, c'est dans le code. Il faudrait un énorme consensus pour que ce nombre change. Donc pour l'instant, ça n'est pas du tout en prévision. Et comprenez bien également que c'était un très bon hedge du coup contre l'inflation. Il n'est pas fan, Russell Napier, de crypto. Hein, c'est pas quelqu'un qui est. Il dit que les stablecoins vont énormément profiter de tout ça parce que tout simplement, oui, effectivement, c'est de la dette américaine, etc. Donc voilà, ils vont en profiter. Mais également, il n'est pas. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un pro crypto du tout ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un analyste. Il fait son job, etc. Mais dans sa vision, le Bitcoin n'est pas nécessairement quelque chose qui va augmenter ad vitam aeternam et qui est un excellent hedge contre l'inflation. Là, c'est à vous d'avoir votre avis. Personnellement, moi, je trouve que c'est un excellent hedge quand on regarde sa courbe, en tout cas, et quand on regarde également le fait d'en posséder et de ne pas nécessairement ici être... Cette répression financière doit du coup, et on le voit avec les cryptos,
eh bien également englober les cryptos. Sinon, tout le monde va se hedger en allant tout simplement acheter de la crypto, et c'est un vrai problème également pour ces économies-là. Donc est-ce que l'entrée de BlackRock par la grande porte au niveau de l'ETF ne fait pas partie finalement d'un certain programme qui serait qu'effectivement les États-Unis profite à fond de l'explosion potentielle d'un système crypto. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on n'est pas être en train d'essayer d'acheter le bébé pour le tuer avant qu'il propose une solution un peu trop intéressante par rapport à tout ce qu'il est en train de se passer? C'est les questions que vous devez vous poser. Si on regarde le gold après, le TF Gold, effectivement, de BlackRock, il a complètement fait exploser le gold. Je sais plus où il est, on va regarder, je sais plus où je l'ai rangé. Je regarde assez peu le gold. CFD sur or, on va faire. Bon, je tapais gold tout simplement. Donc si on regarde le gold, le moment où l'ETF BlackRock rentre, excusez-moi, ça va être un petit peu long du coup, mais voilà, ça vous donne globalement, on va se mettre en monthly, ça vous donne globalement ça sur le gold, c'est-à-dire vraiment, alors je pense qu'on est autour de 2008, voilà, ça vous donne plutôt ça, voilà, plutôt quelque chose comme ceci. Donc du coup, bien évidemment, ça fait envie sur BTC d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, je veux remettre les choses dans leur contexte aussi. On va prendre la courbe du BTC, USD, et je vais vous montrer le moment où le CME rentre, c'est-à-dire le premier contrat futur sur BTC, c'est là, 2017, ok, c'est le top, ok. Ne vous dites pas nécessairement, bon alors c'est le top de 2017, après on a un repulse, il n'y a pas de souci, mais le moment où ici le CME est réellement sorti, eh bien tout simplement ça a été le top à peu près de 2017, en tout cas si je me trompe pas, c'est à peu près quasiment dans les mêmes dates. Donc ici sorti de l'ETF futur, le plus gros du monde sur le CME, encore une fois sur BTC, est-ce qu'il ne faudrait pas ici peut-être se dire qu'on va juste jouer la news et qu'au moment où cet ETF est potentiellement accepté, on aura plutôt un sell de news à voir. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut peut-être avoir en tout cas en tête. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire le lien, vous avez vu, avec l'analyse du moment et la crypto. Et également une stagflation, personnellement, c'est vraiment ce à quoi s'attend Russell Napier. Pour le moment, il a eu bon jusque-là sur pas mal de choses, donc je pense que c'était intéressant d'en parler. Encore une fois, la vidéo s'est inspirée d'une autre vidéo de Coin Bureau que vous pouvez aller voir. Je vous la posterai peut-être sur le Discord ou en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like, venir nous rejoindre également sur le Discord. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de parler d'autre chose. Et la question du jour, elle sera: est-ce que vous avez ou pas une éducation financière d'une certaine manière, que ce soit au travers de cours d'économie, toutes ces choses-là, ou etc. Ou alors est-ce que vous êtes vraiment du coup pas du tout dans le bain par rapport à ça? C'est simplement pour vous connaître un peu mieux ici et faire un petit peu le point sur mon audience entre guillemets. Voilà, j'espère que tous les concepts ici ont été exposés de manière intéressante et claire. Un peu poussif aujourd'hui, mais comme je vous le dis, c'est dimanche, donc merci de votre indulgence. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.